Brandon Moreno, une fois de plus, tout proche du titre suite à sa performance du week-end. Une annonce massive qui arrive pour Carlos Prates, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 31 mars 2025. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine, living life with the new sand in my mind. All I hear is music, watching your mouth move. Damn, you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et commençons avec Raúl Rosas Jr. qui s'attribue un 8 sur 10 pour sa performance du week-end, combat qu'il a remporté à la décision, je le rappelle. Il reconnaît qu'il doit encore progresser, mais au moins il a pris de l'expérience. Il rappelle aussi qu'il n'a que 20 ans, la route est donc encore longue et la marge de progression énorme. Il tire aussi de ce combat du positif, notamment le fait qu'il ait su rester calme dans des phases, notamment ce qui s'est passé au sol, qui n'était pas à son avantage. C'est vrai qu'il aurait pu paniquer, faire une erreur, et ça en aurait été fini pour lui. Maintenant, il est prêt à affronter n'importe qui. Il le répète, l'objectif final, c'est la ceinture, et un champion doit être capable de battre tout le monde. Donc j'affronterai tous ceux que l'UFC mettra face à moi. Et si je perds, ça voudra simplement dire que je ne suis pas encore prêt. Et puis, n'étant pas blessé, il aimerait être de retour à la fin du mois de juin pour l'International Fight Week. C'est vrai que ça serait un sacré coup de projecteur sur lui. Moi, personnellement, mon avis, je ne sais pas s'il deviendra champion. Je ne dis pas non plus que son style est le plus flashy, qu'il est le plus prometteur à l'UFC, etc. Mais ce genre de performance devant son public, il y avait donc de la pression en altitude. Tu vas faire 3 rounds face à un vétéran, tu es mis en difficulté. Je pense en effet que l'expérience est très bonne à prendre, surtout qu'il n'a pas pris de gros coups debout, donc le cerveau en a pas trop pris. Vous me direz, il en a sûrement pris à l'entraînement, bien sûr, mais je pense que dans sa construction de carrière, et ça va être très intéressant parce que lui est arrivé à l'UFC à 17 ans, on va le voir pendant de longues années, j'espère, progresser et voir jusqu'où il va aller. Alors certains me diront qu'il y a d'autres combattants comme ça qu'on peut suivre dès leur début, dès leur vingtaine, dès leurs 18 ans parfois. C'est vrai, mais lui, il est à l'UFC, donc il côtoie l'élite. Il s'entraîne dans de très bonnes conditions aussi. Pour d'autres combattants, ils peuvent avoir un très beau parcours en dehors de l'UFC. Et puis arriver dans la Big League, les choses se gâtent. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Donc sur lui, on va garder un œil assez particulier. Et on a bien sûr très hâte de voir la suite. Samedi soir, on a aussi vu Manuel Torres se débarrasser au premier round de Drew Dober. Il a dit ensuite au micro pendant la conférence de presse qu'il était maintenant un combattant beaucoup plus calme, beaucoup plus mature. Alors c'est vrai, même si le combat n'a pas duré longtemps, je pense qu'on a quand même pu le constater. Il a laissé Dober avancer. Lui est resté propre techniquement, malgré la pression de l'Américain, et il ne s'est pas embarqué dans une bagarre. On le sait, quand tu vas à la bagarre contre n'importe qui, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. C'est parfois au petit bonheur la chance. Contre Drew Dober qui frappe très fort, encore plus. Et puis il l'a assuré aussi pour la suite, quand il y aura des combats plus longs, il continuera à avoir cette attitude. Pourquoi il dit ça? Pour ceux qui n'ont pas suivi, il a 19 combats en carrière, il n'a été qu'une fois après le premier round. C'était soit il mettait des KO, des soumissions, ou il en prenait bien sûr, mais toujours au premier round. Donc il sait bien que s'il veut arriver jusqu'à la ceinture, il y a quand même très peu de chances que tous ces combats se terminent dans les 5 premières minutes. Donc il faut adopter parfois une autre stratégie, une autre attitude. Et je pense que c'est très bien à ce stade de sa carrière, surtout qu'il revient d'une défaite, il s'est peut-être aussi remis en cause, de réaliser tout ça et de commencer tout de suite à travailler là-dessus. Concernant l'arrêt de l'arbitre, assez tardif, c'est vrai, on a eu une quinzaine de coups portés après celui qui a envoyé Dober au tapis. Lui, il le dit, il a regardé plusieurs fois l'arbitre, pensant qu'il allait stopper le combat, mais il ne l'a pas fait. Donc lui, en tant que professionnel, se devait de continuer. On comprend que ça lui a fait un peu mal au cœur, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Après, il comprend aussi que les choses ne sont pas toujours simples pour les arbitres. Et dans ce cas précis, Drew Dober regardait vers le bas, donc l'arbitre ne voyait pas forcément ses yeux, ne voyait pas forcément son visage, et ça n'a pas facilité les choses pour lui, c'est vrai. Et puis enfin, il aimerait être de la partie pour l'UFC du mois de septembre à Guadalajara. L'UFC l'a annoncé ce week-end, ils seront de retour au Mexique. Et donc pourquoi pas être de la partie et affronter un adversaire du top 15 après ce genre de performance face à Drew Dober. Je pense que c'est possible, même si on est dans une catégorie chez les poids légers où ça bouchonne un peu à l'entrée du top 15. Dans le main event, Moreno enfin a brisé la malédiction. On en a parlé, c'était la 4e fois qu'il combattait
À Mexico City, 2 fois des défaites, une fois un match nul, et là ça y est, il s'est enfin imposé. Il a été assez bref en conférence de presse, il a quand même déclaré qu'il s'attendait à ce style de combat, avec un adversaire très bon sur les contres, un bon cross, hein, un bon direct du bras arrière, un bon crochet aussi, donc c'était dur de venir casser la distance. Pour la suite, il aimerait avoir sa chance pour le titre au Mexique, à Guadalajara, lui aussi, donc au mois de septembre. Et il le répète, hein, le fait que le public l'apprécie, ça ne peut que l'aider. Moi, je vais quand même lui tirer mon chapeau à Moreno. Ce type de combat, c'est pas les combats que je préfère. Après, on était en altitude, 5 rounds, on sait que c'est dur, il avait un gros déficit de taille, hein, on le voyait. Maintenant, je trouve que parfois on était sur un faux rythme. Alors c'était du très haut niveau, hein, du MMA de très haut niveau bien sûr, mais c'est le genre de combat où parfois, je sais pas vous, moi il m'arrive de décrocher parce qu'on est voilà sur un faux rythme, à toi, à moi. On sent quand même qu'il va pas y avoir de chaos, qu'on va aller à la décision. Donc voilà, moi en tout cas, dans mon cas, c'est pas les combats que je préfère le plus, même si comme je le dis, c'était du très haut niveau technique, du très haut niveau tactique. Et Moreno, je lui tire mon chapeau parce que la semaine dernière, on parlait dans la minute auditeur. D'ailleurs, pensez à commenter, vous abonner et liker, ça m'aide beaucoup. Et je choisis certains de vos messages pour les lire dans la minute auditeur. Et je réponds à tout par écrit, bien sûr. On disait que certains combattants, ils arrivent à la ceinture et quand ils la perdent, c'est le début de la fin, c'est la descente aux enfers. Ils ne retrouvent jamais leur niveau. Et ben Moreno, ça fait des années qu'il est là. Il a déjà été 2 fois champion. Et là, il est aux portes du titre. Il pourrait avoir sa chance, c'est vrai, dès son prochain combat. C'est vraiment pas facile, c'est une remise en question perpétuelle et félicitations à lui d'y arriver. Est-ce qu'on le reverra avec la ceinture autour de la taille? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est tout proche, hein, ça va jouer entre lui, Kai Kara France et Manel Capé, je pense. Donc l'avenir nous le dira. Et puis pour finir avec cette carte assez rapidement, on a perdu un combat, un combattant maudit, un Gastelum. Pour le coup, c'est pas de sa faute, son adversaire Joe Pyfer est tombé malade. L'UFC a déjà laissé entendre qu'il n'allait pas reprogrammer ce combat, mais que par contre Gastelum va être compensé financièrement. C'est un moindre mal, Pyfer a mis ça sur le dos du voyage, etc. Ça sonne quand même un peu comme une excuse, hein. Quand tu acceptes ce type de combat, tu connais les risques. Bien sûr, ça peut te tomber dessus, c'est le coup de pas de chance, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Ce week-end, on a aussi appris une mauvaise nouvelle. Carlos Prates de la Fighting Nerds, invaincu à l'UFC pour l'instant, impressionnant de par son striking. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, c'est chez les poids welter. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de combattants très complets au sommet. En tout cas, lui devait affronter à l'UFC 314 le 12 avril Geoff Neal. Malheureusement, Geoff Neal est blessé. Le combat est tout simplement annulé, mais l'UFC nous a teasé quelque chose de gros, une grosse annonce pour Carlos Prates qui devrait tomber cette semaine. C'est peut-être finalement un mal pour un bien pour le Brésilien. Une autre rumeur d'annulation, ce n'est pas encore officiel, peut-être qu'à 17h quand sortira la vidéo, ça le sera, mais Jamal Hill semblerait-il est blessé et ne pourra pas affronter Khalil Rountree en main event de l'UFC Kansas City dans quelques semaines. Et justement, il avait donné une interview il y a quelques jours dans laquelle il nous apprenait que c'est lui qui a demandé à affronter Khalil Rountree. Premièrement parce qu'il voulait revenir rapidement de sa défaite face à Prochaska. Et comme par le passé, les deux, lui et Rountree, devaient déjà s'affronter, il avait à l'époque démarré un camp d'entraînement, donc il ne part pas de zéro pour cet adversaire. Et puis Rountree est aussi assez apprécié des fans. Il a une certaine hype, comme on a pour habitude de dire, donc c'est quelque chose qui lui l'intéresse, ça lui permet de rester sur le devant de l'affiche. Et puis ce combat, forcément, sur le papier, ça avait tout d'un duel de strikers. On lui a demandé ce qu'il en pensait. Il a répondu qu'en effet, lui, il aime le striking. Et c'est quelque chose qu'il montre énormément dans l'octogone, mais il se considère surtout comme un combattant complet. Et s'il fait le choix justement de mettre en avant son pied-point, c'est parce qu'il sait que le grappling est beaucoup moins vendeur. Et ce combat aurait été, ou sera, on ne sait pas encore, l'occasion pour lui de montrer qu'il a toujours le niveau du top mondial et qu'il pourrait, pourquoi pas, récupérer sa ceinture. Et concernant son dernier combat, je vous en parlais contre Prochaska, il s'est incliné par KO. Il a dit qu'en effet c'était un soir sans, qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas pour lui ce jour-là, mais qu'il ne voulait pas en parler et que peut-être il l'évoquerait plus tard. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer, mais en tout cas Prochaska, lui, avait fait une bien belle performance ce soir-là. Direction les poids légers maintenant, avec la joute verbale qui continue entre Ilia Topuria, qui a laissé vacante sa ceinture des poids plumes pour monter chez les poids légers. Joute verbale avec Charles Oliveira. La semaine dernière, il avait fait un tweet où il disait « Écoute Charles, tu parles beaucoup, mais tu as 10 défaites, alors que moi je suis le champion. Donc en gros, c'est moi qui mène la danse. hein. Je vous la fais courte, on en a déjà parlé.
Oliveira lui avait dit que les poids légers, c'était la catégorie la plus compliquée de l'UFC, donc que ça allait être autre chose, que ça allait être une autre soupe pour lui. Ce que répond cette fois-ci Topuria, c'est écoute, toi quand tu combattais chez les poids plumes, la catégorie dont je suis le champion, tu t'es fait battre par Cub Swanson. Donc la conversation s'arrête. On a très bien compris ce qu'il veut dire. Swanson, ça n'a pas été le champion. C'est un combattant plutôt moyen dans la catégorie, moyen plus, hein, sans lui manquer de respect, bien sûr. Donc en gros, tu as perdu contre ce gars-là et aujourd'hui, tu me dis que tu es dans la meilleure catégorie et que ça va être dur pour moi. Bon voilà, ça continue. Les petits échanges entre Topuria et Oliveira. Topuria, j'ai surtout l'impression qu'il veut rester dans la lumière. Il a bien compris comment fonctionnait ce business. Et il nous explique aussi hein, que l'UFC lui a promis, quand il a laissé tomber sa ceinture des poids plumes, qu'il combattrait pour une ceinture chez les poids légers. Est-ce que ce sera la ceinture intérim hein? Peut-être que l'UFC peut mettre en place une ceinture intérim s'ils ont vraiment envie de le faire combattre rapidement et que Makhachev lui dit moi je peux revenir qu'un peu plus tard. C'est quelque chose que l'UFC est capable de faire seulement à titre promotionnel. Je dis pas que c'est quelque chose de mérité, je vois pas pourquoi on enlèverait la ceinture à Makhachev. Il a défendu au mois de janvier, on entend dire maintenant qu'il voudrait revenir au mois de juillet, au mois de juin en tout cas pour l'International Fight Week. Donc tout est possible, mais je pense aussi que c'est jouable hein, pour l'UFC de mettre une ceinture intérim en jeu. Ils en sont capables en tout cas pour faire briller le nom de Topuria. Je ne sais pas bien sûr ce que tout ça va donner. On a un ancien combattant de l'UFC, un Kyoji Horiguchi, qui avait fait un 7-1 lors de son premier run, lors de son premier passage à l'UFC. Il était ensuite parti au Rising, il est devenu champion, il a fait les beaux jours de la promotion, il a participé aux événements Rising contre Bellator. Il est de retour à l'UFC, il laisse sa ceinture vacante. Et du coup, le Rising organise un tournoi pour savoir qui prendra la suite. Ça peut être très intéressant à suivre, même si, comme vous le savez, je ne suis pas le plus gros fan de ce qui se passe en dehors de la Big League. Une rumeur maintenant avec Derrick Lewis qui pourrait être de retour dans quelques semaines à l'UFC Kansas City. Rien d'officiel pour l'instant, mais ça commence à faire un moment qu'on n'a pas vu The Black Beast dans l'octogone. La semaine dernière, on parlait du jugement de Ken Velasquez qui devrait retourner en prison. Malheureusement, il reçoit le soutien de toute la communauté MMA. Et on a Mike Perry avec le Dirty Boxing, hein, sa promotion. C'est de la boxe anglaise, mais il y a aussi du Grand and Pound avec des petits gants. On en a beaucoup parlé. Il est prêt à offrir un contrat à Ken Velasquez lorsque celui-ci sortira de prison. Velasquez ne sera donc pas sans rien. On sait qu'il donne aussi des cours, il fait des séminaires, etc. Donc je pense que financièrement, il n'est pas à la rue. Maintenant, quand tu commences à t'engager, surtout aux États-Unis, je pense, dans des problèmes judiciaires, des frais d'avocat, etc., ça peut bien sûr être un puits sans fond. Et puis on a le GFL. La semaine dernière, on parlait des débuts potentiellement le 24 mai et le 25 mai, un maxi événement sur 2 jours. Il semblerait qu'on ait 15 combats le 24 mai et 15 combats le 25, ça va être énorme. Je ne sais pas s'ils vont réussir à avoir de l'audience pendant 2 jours consécutifs, pendant 15 combats, mais en tout cas, c'est la direction que prennent les choses. Surtout, ne quittez pas, on en a fini pour les actualités, mais tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Nomoder qui me dit Topuria a confiance en lui et ses capacités, c'est bien, il a très bien compris que l'UFC est un show avant tout, donc il fait le show dans et en dehors de la cage, grosse force à lui. Oui, je pense hein, que Topuria joue un peu un personnage. Pour l'instant, dans la cage, ça se passe bien pour lui, donc son trash talk est mis en avant. Et après, on a vu McGregor, hein, quand il a commencé à perdre, son trash talk est devenu ridicule. Espérons qu'il ne suive pas le même chemin. Mais oui, Topuria, je pense, a compris la formule pour essayer de devenir une superstar. Et il en prend le chemin en tout cas. Supaiku qui me dit le PFL et ses contrats. Il y a quand même un truc bizarre avec cette organisation. Plusieurs gros combattants de notoriété quittent cette organisation pour manque d'activité et d'autres, quand même un petit nombre non négligeable, signent soi-disant des contrats très très attrayants. Je pense quand même qu'il y a un élément qu'on ne connaît pas dans cette histoire, c'est quand même bizarre. Soit tout le monde s'en va et personne n'y va, soit c'est l'inverse. Mais là, cette demi-mesure me paraît de plus en plus suspicieuse. Bah écoute, moi je suis pas dans le secret des dieux, hein, tu te doutes bien, mais ce que je te répondais, c'est que d'après moi, on promet certainement beaucoup d'argent au gars pour y aller. On dit ouais, chaque combat tu vas toucher tant, mais si le gars combat pas beaucoup, ça commence à l'énerver, il est peut-être en manque d'activité, il voit son âge qui avance, la retraite qui approche, ça le fait cogiter, et peut-être aussi quelque chose, c'est que tu as moins d'exposition quand tu es au PFL que quand tu es à l'UFC, donc les contrats de sponsoring tombent peut-être un peu moins, les réseaux sociaux, etc., ça compte beaucoup dans une carrière aujourd'hui, tu fais peut-être moins de vues, tu es moins suivi. Et donc, forcément, ça pèse aussi, d'après moi, dans la balance. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission.
On se retrouve très prochainement, je l'espère demain, même si ce sera un peu compliqué. Sinon, bien sûr, ce sera vendredi. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Instagram, TikTok et les shorts YouTube. J'essaye de poster maintenant des shorts assez régulièrement. Par exemple, demain, s'il n'y a pas de vidéo, il y aura au moins un short avec une petite info. J'espère que ça vous fera plaisir et on se retrouve très prochainement. D'ici là, passez une bonne soirée. Salut!